moins en moins dépendante des énergies fossiles à travers, entre autres, la production d'études et d'analyses sur différents sujets. Donc, on a le numérique, le climat dans l'enseignement supérieur et évidemment, la mobilité est un sujet important puisque un secteur très émetteur de gaz à effet de serre. Donc, il y a eu déjà des publications qui ont été réalisées dans les années passées sur le sujet de la mobilité, que je vous invite d'ailleurs à consulter sur notre site si ça vous intéresse. Et par rapport à ces publications, donc moi je vais vous présenter le guide pour une mobilité bas carbone dans les zones de moyenne densité. Je vais parler donc du contexte très rapidement, puis je vais m'attarder un peu plus sur la démarche et la méthode. Et bien entendu, je vais vous présenter les résultats. Donc, pour ce qui est du contexte, il y avait déjà par rapport aux études que nous avions réalisées auparavant, et qui étaient des études plus de simulation, quelque part plus théorique, du genre si on met en œuvre telle ou telle mesure sur la mobilité, quel est l'effet sur la décarbonation. On voulait au contraire faire quelque chose de plus opérationnel, hein, donc plus sur le comment que sur le pourquoi. Alors, dans les éléments de contexte, bien entendu, la LOM, la loi d'orientation des mobilités, alors, je précise qu'on a commencé à réfléchir au guide à fin de l'été, à la rentrée 2018. Donc, en fait, la LOM a été présentée, le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 26 novembre 2018. Donc, on était en pleine discussion de cette loi cadre, et donc qui a été donc promulguée fin 2019. Donc, avec les transports du quotidien au centre des actions à mener, les collectivités aussi en première ligne de ces actions, des outils aussi intéressants proposés par cette loi cadre pour certains modes de transport, en particulier le vélo et le covoiturage, mais un manque quelque part comment dire, d'instruction de montage des outils, en fait, c'est-à-dire sans stratégie quelque part de mobilité, très construite vis-à-vis des collectivités locales. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Alors il y a eu aussi dans cette rentrée-là l'événement du mouvement des Gilets jaunes, qui a mis sur les devants de la scène la nécessité de penser la décarbonation avec les questions d'inclusion, et l'opportunité aussi de mettre en évidence que la dépendance à la voiture est aussi une vulnérabilité économique pour un certain nombre de ménages. Et que donc nous avions intérêt aussi à mettre en évidence ce genre de sujet. Alors, pour ce qui est de la démarche, pour les objectifs du projet, ça découle un peu aussi du contexte que je viens de brosser. Identifier les leviers opérationnels les plus pertinents, notamment aux mains des collectivités locales pour décarboner la mobilité des personnes. Identifier les freins aussi rencontrés par les acteurs locaux dans ces démarches de décarbonation, dans l'optique de trouver des pistes pour les lever, et s'insérer aussi au sein de tout ce qui est réflexion dans le cadre des municipales, et notamment aussi l'élaboration des programmes, donc élections qui étaient en tout cas prévues pour mars 2020. Donc, nous avons effectivement sorti le guide un début d'année. Pour ce qui est de la méthode, 3 axes d'action pour décarboner la mobilité, c'est diminuer les besoins de déplacement. Donc, soit en évitant de se déplacer, soit en se déplaçant moins loin. Favoriser le report modal, donc depuis l'utilisation de la voiture en solo vers les modes actifs que sont la marche et le vélo et les modes partagés.
donc transport en commun, covoiturage. Troisième axe, réduire les émissions des véhicules, sachant qu'il est intéressant d'agir sur les motorisations, mais aussi d'agir sur le poids des véhicules pour réduire les émissions. Alors, dans ces trois axes, nous avons fait le choix de nous concentrer surtout sur le report modal, parce que la question des émissions des véhicules reçoit déjà beaucoup d'attention médiatique. Il y a beaucoup d'analyses, de rapports qui sont publiés. Elle est très très loin d'épuiser les nécessités, enfin le besoin pour ce qui concerne la décarbonation, si on veut respecter les accords de Paris. Donc, il nous a semblé intéressant de mettre plutôt la lumière sur d'autres actions qui sont indispensables à mener, et en particulier sur les actions liées au report modal, en sachant que dans le guide, on fait aussi une ouverture sur la diminution des distances à travers notamment l'urbanisme. Autre élément méthodologique important, c'est le focus sur les zones de moyenne densité. Alors pourquoi on fait ça, mis à part le fait qu'on aime se compliquer la vie, c'est que dans les centres denses, j'entends peut-être il y a des personnes qui n'ont pas coupé la sono puisque j'entends des sons parasites. Donc si vous pouvez, s'il vous plaît, couper la sono, merci. Donc des actions sur la mobilité qui ont déjà été réalisées sur un certain nombre de centres denses, qui ont mis en place des tramways, des piétonisations, etc. Mais des consorts dans la première, voire début de deuxième couronne des grandes agglomérations, ou dès qu'on va dans les villes moyennes, on rencontre tout autre type de questions où en fait les espaces urbains ont été conçus pour l'utilisation de la voiture et où de fait l'utilisation de la voiture est très très répandue, voire quasiment indispensable. Donc ces zones, celles qu'on a baptisées les zones de moyenne densité, qui sont quand même tout de même relativement denses, puisque 450 personnes au kilomètre carré, ça reste quand même relativement dense. Représente en fait 11% du territoire, mais 43% de la population. Donc recèle quand même un potentiel important pour la décarbonation. Alors, voilà. Il nous est assez vite apparu qu'il fallait qu'on aille dans les territoires, compte tenu des sujets qu'on avait à traiter. Donc, on a d'abord fait, comment on a choisi les territoires, c'est qu'on a d'abord fait une analyse bibliographique assez large, assez extensive, pour voir comment on parlait des zones de moyenne densité, de la mobilité, de la décarbonation dans ces territoires, si on en parlait d'ailleurs. On a interviewé aussi des experts pour identifier des lieux qui seraient intéressants où il y aurait des retours d'expérience à faire, puisque ce qu'on a souhaité faire, c'est des retours d'expérience concernant les choses qui ont bien marché et les choses qui ont moins bien marché. C'est-à-dire que nous, on ne s'intéresse pas à des idées, est-ce que ça peut marcher? Oui, c'est une bonne idée, etc. On s'est intéressé à au retour d'expérience de ce qui a effectivement marché et aussi, comme je le disais, aux freins qui ont été rencontrés par les collectivités locales. Donc, dans notre, disons, panorama, on a essayé d'être assez varié à la fois géographiquement et puis aussi en termes de taille de l'agglomération et de type d'intercommunalité. Ouais. Je pense que tout le monde n'a pas coupé l'audio. Donc, pour ce qui est des territoires qu'on a choisis, donc il y a la communauté d'agglomération, les communautés d'agglomération d'ailleurs de Saint-Nazaire et de Poitiers, la communauté urbaine d'Arras et les métropoles de Grenoble et de Strasbourg.
Donc, on a réalisé, enfin, on a élaboré des questionnaires, on a travaillé effectivement les documents de planification et puis on s'est rendu sur place pour faire une dizaine d'entretiens par territoire et pour faire du terrain. Donc, des entretiens qui ont porté sur le contexte des politiques de mobilité, un peu l'historique, les politiques qui sont menées en faveur des modes actifs et partagés, vis-à-vis de la voiture aussi, les actions aussi transversales, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, puisque de fait, on a pensé que c'était nécessaire dans ces territoires de ne pas regarder que la mobilité, bien que c'était le focus de notre étude, mais c'est quand même indispensable aussi de regarder les questions d'urbanisme. Et aussi, on s'est intéressé au plan de mobilité employeur, c'est-à-dire aux façons d'améliorer, enfin de décarboner la mobilité domicile-travail. Donc, on a rencontré les élus mobilité, les services techniques, mobilité et urbanisme, les agences urbanisme et les référents mobilité en entreprise et ponctuellement aussi d'autres interlocuteurs. Alors, pour ce qui est des résultats, je dirais que c'est un peu un résultat chapeau, mais qui est très important. C'est que dans les territoires, les politiques de mobilité ne sont souvent pas conçues comme des systèmes, mais plutôt comme des actions qu'on met en œuvre. Or, on a vraiment une nécessité d'une politique systémique parce que si la voiture est aussi présente, aussi indispensable dans nos espaces publics et dans nos villes, c'est parce que ce n'est pas qu'un véhicule, en réalité c'est un système qui est composé par, bien sûr, des véhicules, mais aussi par toute une infrastructure, les routes, le stationnement, penser au stationnement sur le lieu de travail, dans les centres commerciaux, dans les lieux d'habitation, la fiscalité qui va avec, les services qui vont avec la voiture, l'imaginaire qui va avec la voiture, avec la publicité, etc. Donc, si on veut obtenir un report de la voiture vers les modes actifs et partagés, c'est nécessaire aussi de les penser en tant que système, c'est-à-dire des véhicules, des infrastructures, des services, du stationnement, pas juste dire voilà, on met en place une piste cyclable, voilà. Donc, après, la question du système, il faut la voir au sein de la mobilité, mais aussi avec la question de l'urbanisme. C'est très important, alors qu'en réalité, ce qu'on constate sur place, c'est que globalement, ça fonctionne tout de même encore beaucoup en silo. Et puis, bien entendu, on est un peu dans un effet où il ne suffit pas de mettre en place des mesures pour les modes alternatifs. Il faut aussi, c'est indispensable, de rendre moins intéressante l'utilisation de la voiture en solo. Et donc, dans la présentation, puis dans la présentation du guide aussi, on a organisé autour de vraiment trois axes. Donc, agir sur le système voiture, en agissant donc sur l'urbanisme, sur la fiscalité, sur les contraintes à l'utilisation de la voiture, développer les modes actifs et partagés. Donc, actifs, je rappelle, vélo et marche, et partagé, transport en commun, covoiturage, fluidifiant aussi leur utilisation. Et puis, accompagner et évaluer le développement d'une offre de mobilité bas carbone à travers donc, le développement des plans de mobilité, les animations territoriales, les accompagnements au changement de comportement et le suivi et aussi l'évaluation des politiques. Alors, j'ai commencé j'ai déroulé en fait ces sujets. Si on commence par la question de l'urbanisme, c'est vrai que dans les zones de moyenne densité, on est en présence d'une forme urbaine qui est vraiment pensée autour de l'utilisation de la voiture.
Donc, parce que c'est aussi des zones qui ont été développées dans le deuxième après-guerre, hein, donc quelque part, c'était tout à fait dans l'air du temps. Donc, avec une spécialisation fonctionnelle, des activités, une séparation, hein, entre les lieux de domicile, les lieux de travail, les zones commerciales, des tissus urbains relâchés. Donc, avec pour effet sur les transports en commun, une desserte peu attractive par les transports en commun, des conditions de pratique des modes actifs peu agréables et souvent dangereuses aussi, hein, notamment sur les routes nationales, départementales. Et puis, donc, un recours quasiment nécessaire, hein, indispensable à la voiture particulière. Donc, comment faire? Eh bien, en fait, il y a quelques mesures, hein, qui ont été développées un peu dans le guide. Créer de la proximité dans la vie quotidienne, en limitant et contrôlant l'étalement urbain, surtout via les plans de déplacement urbain et les plans locaux d'urbanisme. Densifier autour des axes de transport en commun structurants, donc lier le développement de la mobilité avec le développement avec la densification urbaine. Et puis agir aussi sur l'existant, puisque c'est vrai qu'il faut limiter l'étalement, mais il faut aussi agir sur l'existant en créant plus de mixité, donc plus de destinations, pour rendre aussi les implantations des services pérennes. Inciter aussi l'implantation de nouveaux services, de supérettes, de services de proximité qui font en sorte qu'on puisse se déplacer à pied. Créer des conditions pour que la desserte en transport en commun soit plus attractive, pour que la marche et le vélo soient plus praticables au quotidien, c'est une question d'espace public aussi. Et du coup aussi, on aurait une réduction des distances quotidiennes à parcourir et l'utilisation de la voiture particulière serait moins nécessaire. Donc ça, c'est le premier axe vraiment à considérer. Une autre question importante, toujours dans ce premier axe voiture, c'est la question de la fiscalité. Alors, nous l'avons abordé, pas en général, mais dans le prisme particulier qui a émergé à travers les plans de mobilité. Donc, il s'agit de la fiscalité liée à l'utilisation de la voiture en entreprise. Et il se trouve que un des freins très importants à l'utilisation des modes actifs et partagés dans le cadre des plans de mobilité en entreprise, entre autres, c'est qu'il existe tout de même un certain nombre d'avantages fiscaux, notamment à l'utilisation de la voiture. Je parle là des indemnités kilométriques, par exemple, qui sont octroyées pour les déplacements professionnels. Et en fait, en plus, donc c'est des indemnités pour les kilomètres parcourus. Et en plus votre voiture est lourde et puissante, et plus vous êtes remboursé, hein, puisqu'il y a 5 barèmes. Et il en est de même pour les motos. Donc, c'est un système qu'il faudrait remettre en question. Les voitures de fonction également, hein, c'est une niche fiscale qui est très incitative à l'utilisation de la voiture. C'est sûr que quand on a une voiture de fonction, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de plan de mobilité. Si vous avez une voiture de fonction, vous utiliserez la voiture, y compris pour vos déplacements personnels. Et aussi, le stationnement gratuit en entreprise est un facteur important d'utilisation de la voiture. Alors, du coup, c'est vrai que la loi d'orientation des mobilités a mis en place le forfait mobilité durable. C'est une belle avancée. On s'en félicite. C'est la possibilité pour les employeurs de rembourser aux employés les déplacements domicile-travail en covoiturage et à vélo à hauteur maximale de 400 € par an.
c'est intéressant, mais à notre avis, c'est peu efficace si on ne remet pas en question tout le système sous-jacent qui est favorable à l'utilisation de la voiture. Peut-être pas en mettant une grosse croix dessus, nous on a été un peu, comment dire, drastique, mais déjà avec des mesures de réduction des avantages, peut-être aussi de, de, de caler les indemnités kilométriques sur le barème inférieur, de donner des véhicules de fonction qui soient plus légers, voire des vélos assistance électrique de fonction, et aussi de considérer que le stationnement n'est pas forcément un dû, mais qui peut être considéré aussi comme un avantage en nature. Pour rester sur le thème du stationnement, d'une manière générale, on voit que dans les zones de moyenne densité, les politiques de stationnement sont peu contraignantes, peu orientées aussi vers le report modal, c'est-à-dire elles sont généralement elles ont pour but d'éviter les voitures ventouses, c'est-à-dire de favoriser la rotation dans les places de stationnement au bénéfice notamment des commerces. Mais le report modal est très absent des considérations des collectivités locales. L'offre de stationnement, d'ailleurs, il y a une conviction très répandue auprès des personnes et par ricochet aussi auprès des élus qu'il n'y a pas assez de places de stationnement. Or, quand on fait des études de stationnement, on se rend compte que en réalité, quand on fait la somme entre les places de stationnement privées au domicile, au lieu de travail, dans les centres commerciaux, sur les espaces publics, etc., le stationnement est plutôt pléthorique. Donc, ce qu'on préconise par rapport à ça, c'est déjà de connaître l'offre de stationnement, puis de la réglementer, c'est-à-dire de réduire le nombre de places, de les rendre payantes aussi en partie, de mieux contrôler le stationnement illicite. Et aussi, il y a des mesures qu'on a vues dans les territoires, qu'on a trouvées intéressantes, de déporter en fait la localisation des places de stationnement pour les voitures et de donner un avantage de proximité aux modes actifs et partagés. Ça nous paraît également une bonne idée. Agir sur la place de l'automobile, c'est aussi réduire les vitesses. Ça a l'avantage de rendre l'utilisation de la voiture moins attractive et en parallèle aussi d'améliorer l'agrément, mais aussi la sécurité de la pratique des modes actifs et partagés. On sait bien que les conditions de freinage, notamment pour les voitures à 30 km/h ou à 20 km/h ou à 50, ce n'est pas du tout les mêmes. Et donc, voilà, la pratique des modes actifs, qui est une pratique décarbonée par excellence, est vraiment très favorisée par la réduction des vitesses. Agir aussi sur l'espace public. 80% des rues sont consacrées à la circulation et au stationnement automobile. C'est une estimation de Rues de l'avenir. Donc, repenser aussi l'espace urbain autour des modes actifs et partagés, autour aussi d'utilisation plus ludique, et accompagner, évidemment, puisque la contrainte est toujours difficile à mettre en œuvre, accompagner aussi les contraintes qui sont mises en œuvre par des actions d'accompagnement qui peuvent aussi, ou par des mises en œuvre un peu stratégiques, qui peuvent aussi permettre de faciliter l'acceptabilité. Alors, pour ce qui concerne les modes alternatifs à la voiture, alors, c'est sûr que dans les zones de moyenne densité, les transports en commun urbains souffrent d'un manque d'attractivité de par les conditions dont je parlais tout à l'heure. Donc, il est nécessaire d'avoir une vision plus articulée entre urbanisme et transport. Là, la photo que vous voyez en bas à gauche, c'est un tramway un peu dans les champs, c'est la ligne du tramway de Grenoble. C'est une ligne de tramway qui a été mise en place dans une zone vraiment peu dense. Elle sort vraiment du centre de Grenoble.
Et elle a été mise en place dans le cadre d'une charte transport-urbanisme qui a donc engagé respectivement l'autorité organisatrice de la mobilité à mettre en œuvre une offre performante et les communes à mettre en place des densifications urbaines et des accès aussi piétons, etc. Donc, c'est des démarches qui sont intéressantes. Il y a aussi le fait de développer des offres à destination des actifs, c'est-à-dire que dans les zones de moyenne densité, les réseaux de transport en commun constatent surtout que les utilisateurs sont souvent des personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas le choix, c'est des jeunes, des étudiants, des seniors. Et donc, c'est intéressant de mettre en place des actions à destination du public des actifs de retour après la fin de service de journée, en particulier à destination des zones d'activité, des offres tarifaires aussi adaptées aux occasionnels et réguliers, qui sont qui sont une catégorie d'utilisateurs qui se développe de plus en plus, notamment avec le télétravail, la desserte donc des zones d'activité. Et aussi, sans oublier l'intérêt du train et du car express en tant que mode de transport rapide qui permet donc de concurrencer quelque part l'utilisation de la voiture en permettant de gagner les centres-villes d'une manière plus rapide, mais à condition donc pour le car qu'il y ait effectivement des sites réservés, ou un site propre qui permettent cette rapidité, et à condition aussi d'une intermodalité fluide qui permette donc de concurrencer la voiture de porte à porte. Point de vigilance, bien sûr, c'est éviter que ces modes de transport qui permettent d'aller vite et loin se transforment en des vecteurs de périurbanisation. Et donc, comme je le disais auparavant, bien penser aussi l'urbanisation un lien avec la desserte, un transport en commun. Pour ce qui concerne les services vélo, je balaye vite, puis dans le guide, on était plus dans les détails, bien entendu. En ce qui concerne la question du vélo, ce qui nous paraît essentiel, c'est que souvent les mesures sont mises en œuvre d'une façon assez sporadique, c'est-à-dire on fait des pistes cyclables, on en fait des fois par ici, par là. Bon, je parle des zones de moyenne densité en particulier. Mais c'est intéressant de penser le vélo comme un système, c'est-à-dire fait d'infrastructures, de services, d'un écosystème aussi de services et aussi de tout le système de stationnement qui permet aussi de faire en sorte qu'on l'utilise effectivement et que les pistes cyclables ne restent pas vides. Donc, dans le système vélo, construire des infrastructures cyclables et lisibles, sécurisées, c'est un grand enjeu dans les zones de moyenne densité, c'est-à-dire que souvent, les utilisateurs se plaignent que les pistes cyclables sont dangereuses, c'est tout à fait vrai, notamment sur les routes nationales, départementales. Et continue, bien sûr, ce qui n'est pas gagné, parce que autant la planification est faite au niveau des autorités organisatrices, autant la mise en œuvre est aussi souvent dans les mains des communes. Donc, la continuité des pistes cyclables est vraiment un enjeu. Stationnement vélo, gros frein à l'utilisation. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez, c'est pas assez capillaire. Donc, on a besoin de stationnement pratique à proximité des commerces, des arceaux vélos, du stationnement sécurisé à domicile, sur les lieux de travail et du stationnement en intermodalité. Alors, on a vu que le stationnement en gare fonctionne très, très bien. Donc, il est dans beaucoup de villes, c'est un peu de villes moyennes, c'est aussi un peu la seule forme d'intermodalité qui fonctionne très bien. Les services de location longue durée de vélo
vélo classique ou très souvent aussi dans la forme vélo à assistance électrique, sont unanimement cités comme étant des expériences intéressantes. C'est-à-dire toutes les agglomérations où on a été tirent un bilan très positif à plusieurs égards, parce que déjà parce qu'ils ont très bien marché partout. Il légitime la présence du vélo dans l'espace public. En interne, collectivités locales, il justifie aussi l'investissement dans les pistes cyclables. Et ils ont été vraiment, ils ont eu beaucoup de succès auprès des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne leur aspect clé en main, c'est-à-dire la possibilité de bénéficier d'une maintenance du vélo qui est généralement qui fait partie de la location, et aussi la possibilité de stationner, d'avoir du stationnement sécurisé qui est proposé par plusieurs agglomérations et qui est un facteur certain d'attractivité. Intéressant aussi en termes de décarbonation, puisque de fait, le retour d'expérience, le seul qui a été fait sur le rapport modal, met en évidence une part importante, intéressante de report à partir de l'utilisation de la voiture, notamment vers le vélo à assistance électrique. Un écosystème aussi de services à faire émerger, ça c'est important aussi. Il faut disposer de lieux où on peut faire réparer son vélo cargo. C'est intéressant aussi pour amorcer la pratique à travers les ateliers de remise en selle, à travers voilà, des ateliers de formation. C'est un terrain qui est assez investi par les collectivités locales, surtout par les associations, mais surtout dans les centres-villes. Donc, il est un peu, voilà, ce serait nécessaire de le développer davantage dans les zones de moyenne densité. La marche, mode très pertinent pour la décarbonation. Il s'inscrit aussi dans un mode de vie de proximité qui est un mode de vie sobre en carbone, mais bénéficie de très peu d'attention de la part des collectivités en ce qui concerne la politique. Il est très rarement considéré comme un mode de transport à lui-même. Alors, il y a eu tout de même des améliorations dans la marchabilité, quelque part, des villes, y compris des villes moyennes, mais dans le cadre d'autres types d'actions, comme les actions, par exemple, dans le cadre du programme Cœur de Ville, hein, qui est lancé par le gouvernement et dont bénéficient beaucoup de villes moyennes. Mais il fait rarement l'objet d'actions dédiées, notamment dans les plans de déplacement urbain, et ce, malgré le potentiel toujours important qui reste hein, ici. Ce que vous voyez, c'est à la Carène, donc Saint-Nazaire, les déplacements inférieurs à 1 km sont réalisés encore à 40% en voiture. Donc il y a du progrès à faire. Donc pour développer la pratique de la marche, donc il faut la considérer effectivement comme un mode de transport, élaborer une vraie politique de la marche, travailler sur la marchabilité, donc la largeur des trottoirs, sur l'apaisement aussi de l'espace public. Et aussi penser que la marche est tout de même une condition d'accès pour les transports en commun, donc pour leur efficacité. Et donc, c'est important de favoriser l'accès aux transports en commun via les cheminements piétons. Covoiturage, je vais aller vite là-dessus aussi parce que je vois que l'heure passe. C'est un mode confronté à de nombreux freins psychosociaux, c'est-à-dire que beaucoup je parle du covoiturage de courte distance parce qu'on est dans la mobilité quotidienne. Il est souvent considéré comme un mode contraignant. Par les utilisateurs. On a du mal à recruter les passagers, notamment parce que voilà, il y a des freins qui sont liés
au fait de covoiturer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, à la dépendance au conducteur, etc. Donc, assez compliqué quand même comme mode de déplacement à promouvoir. Ce qui ne facilite pas la tâche des autorités organisatrices, c'est aussi qu'il y a une multitude d'acteurs et de méthodes qui sont proposées pour le covoiturage, c'est-à-dire beaucoup d'opérateurs qui agissent sur des échelles territoriales différentes, qui peuvent être à la fois la région, à la fois le département ou les intercommunalités, via des plateformes ou pas, avec des cibles différentes. Donc, les autorités organisatrices sont assez... voilà, il y a une situation qui n'est pas très claire. Il n'y a pas de modèle vraiment idéal qui émerge. Il y a tout de même des pratiques qui fonctionnent un peu mieux que les autres. C'est dans le cadre des déplacements domicile-travail en entreprise. Parce qu'on bénéficie quelque part d'une communauté déjà constituée. Et le fait aussi de faire partie de la même entreprise lève un frein qui est lié à la confiance, hein, qui est un frein assez classique du covoiturage. Et donc, ça permet effectivement de développer un peu sa pratique. Pour sa mise en œuvre, il faut aussi effectivement mettre en place des actions d'animation et aussi gérer, comme je le disais, l'offre de stationnement de façon à bénéficier, à donner un avantage aux covoitureurs par rapport aux autres utilisateurs. Alors, pour faciliter, alors, il ne suffit pas de mettre en œuvre, de mettre en place des offres de transport, il faut aussi faciliter l'utilisation, la faire connaître et la faciliter. C'est le but d'un certain nombre d'applications, de passes, hein, comme ce que vous voyez. Le compte mobilité à Mulhouse, le pass mobilité. C'est des services qui permettent d'accéder à l'information multimodale, c'est-à-dire que bon, on connaissait déjà les sites d'information pour les transports en commun, mais c'est donc des applications qui permettent aussi d'avoir l'information sur les locations de vélos, sur le covoiturage, le stationnement, etc. Mais aussi de choisir son mode de déplacement, de réserver éventuellement et puis de payer. Alors, c'est des outils qui reçoivent beaucoup d'attention parce qu'il y a des enjeux, notamment de partage des données. Mais voilà, enfin, nous, d'un point de vue d'une optique de décarbonation, ce qu'on met en évidence par rapport à ces outils, c'est que il est nécessaire de penser surtout l'offre sous-jacente et puis de ne pas les concevoir comme une juxtaposition d'offres de transport, mais vraiment de se poser la question du besoin client qui est sous-jacent. L'autopartage aussi peut faire partie d'une fluidification, d'une stratégie de fluidification de l'offre de transport alternative à la voiture en solo. Alors, pourquoi on ne le considère pas comme un mode de transport en soi alternatif? C'est parce qu'en réalité, contrairement au covoiturage où on partage le trajet, au niveau de l'autopartage, on partage la voiture, mais pas forcément le trajet, donc on peut très bien l'utiliser en tant qu'autosolisme. Et donc, il n'est pas un mode, quelque part, d'utilisation qui est sobre en carbone en soi. Par contre, il est intéressant dans le cadre d'une politique générale de décarbonation, puisque très souvent, dans les zones de moyenne densité, on a des offres de transport alternatifs qui ne couvrent pas tous les cas de déplacement. On a toujours besoin d'une voiture. Et donc, c'est plus intéressant de disposer d'un dispositif d'autopartage auquel on peut recourir pour ces déplacements-là, plutôt que d'avoir des ménages qui conservent une voiture en plus pour faire ces déplacements-là et qui vont être du coup incités à l'utiliser pour d'autres types de déplacements. Actions complémentaires pour accompagner pour faire en sorte, pour susciter
comportements de mobilité plus sobres, ben, il y a, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Il y a des animations territoriales qui sont mises en place par les autorités organisatrices, des challenges mobilité dans les entreprises, des fêtes aussi autour du vélo qui sont très investies par les associations, des ateliers d'initiation, comme je le disais auparavant, et aussi des accompagnements personnalisés qui se mettent en place, qui sont très intéressants au niveau du changement de comportement, mais qui sont aussi assez coûteux à mettre en place, puisque c'est du personnalisé, mais qui permettent souvent aussi justement de se rendre compte, qui permettent aux individus de se rendre compte du comportement et des offres alternatives dont ils peuvent disposer. Les plans de mobilité, là aussi je vais aller très vite. Les plans de mobilité employeurs sont obligatoires, donc pour les employeurs qui regroupent 100 personnes ou plus sur un même site, facultatif d'ailleurs pour les autres, sont très peu mis en place. Les plans de mobilité, c'est des plans qui sont faits par les entreprises et qui ont pour objectif justement la décarbonation des déplacements domicile-travail et qui sont ensuite transmis à l'autorité organisatrice. Et donc ça, effectivement, l'ADEME, dans son enquête, compte seulement 8% des entreprises obligées qui avaient réalisé leur plan de mobilité. Pourtant, justement, c'est des outils intéressants. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont amenées à la fois du côté des autorités organisatrices, donc pour systématiser l'accompagnement auprès des employeurs, pour faciliter la mise en œuvre de ces plans de mobilité. Il y a aussi la mise en place. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en place des outils un peu de diagnostic et de suivi à l'attention des employeurs pour leur faciliter la tâche. Et puis, côté employeur, il est nécessaire d'y mettre les moyens avec un référent mobilité. Et cette nécessité est aussi du côté autorité organisatrice. Hein, ça prend du temps de faire l'animation auprès des entreprises. Et puis, mettre en œuvre des actions à la fois pour faciliter l'utilisation des modes alternatifs dans les entreprises, donc les équipements, les infrastructures, par exemple pour le vélo, le stationnement sécurisé, les douches, etc. En parallèle, donc mettre en place des actions de contrainte sur le stationnement, comme on l'a dit tout à l'heure, et faire aussi des animations et un accompagnement personnalisé en entreprise pour susciter et continuer le changement de comportement. Et enfin, je ne sais pas si j'ai été dans les temps. Voilà. Je vais terminer sur la nécessité de mesurer l'efficacité des politiques, c'est-à-dire que il y a vraiment une nécessité de voir si l'action qui est mise en place par la puissance publique va dans le bon sens ou pas. Par exemple, on met en place un service de vélo à libre service ou location longue durée. On a besoin de savoir si les gens qui l'utilisent, c'est des gens qui utilisaient leur voiture auparavant. Dans ce cas-là, c'est bien, on est en train d'aller dans le bon sens. Ou si les gens qui l'utilisaient seraient allés à pied, et dans ce cas-là, on ne va pas du tout dans le bon sens. Donc, l'évaluation n'est pas un gadget en fait des politiques, c'est vraiment très, très important. Et notamment dans les questions de mobilité, de décarbonation des mobilités, voir quel report modal cela a entraîné. Et dans l'idéal, pouvoir regarder quelle rentabilité, quelque part, entre guillemets, des investissements publics au regard de la fréquentation de la part des utilisateurs et aussi de l'impact sur la décarbonation. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il nous reste pas mal de temps pour les questions. Il nous reste, oui,
40 minutes. Bien, effectivement. Merci Laura, on a à peu près 40 minutes pour les questions. Donc je vous rappelle que le lien pour poser vos questions est dans la conversation. Je vais commencer par la première pour toi Laura. La crise sanitaire a-t-elle marqué un coup d'arrêt sur l'utilisation des transports en commun? Comment reconstruire après la crise de la politique des transports publics? CF, faillite de Île-de-France Mobilité. Alors, je vais te demander si tu peux répéter la question, puisque de fait, je n'ai pas entendu. Ah, pardon. La Est-ce que crise tu peux parler un peu plus a-t-elle fort? marqué... Ouais, sanitaire Là, a-t-elle j'entends. marqué un coup d'arrêt sur l'utilisation des transports en commun? Comment reconstruire après la crise la politique des transports publics? CF, faillite de Île-de-France Mobilité. Qu'est-ce qui... J'ai pas compris juste le dernier couplet, mais oui, ça a marqué un arrêt, ça c'est clair et net, pour des questions de distanciation. Donc, effectivement, c'est très difficile en ce moment pour les entreprises, pour les opérateurs de transport en commun, qui connaissent des pertes à la fois du côté versement mobilité, c'est-à-dire du côté des cotisations des entreprises, et des pertes tarifaires dues au fait qu'il y a une moindre fréquentation. Maintenant, je pense que la question sanitaire existe, hein, on ne peut pas l'effacer. Mais je pense que les entreprises, les opérateurs ont intérêt à communiquer beaucoup sur les actions qui sont mises en œuvre pour le respect du protocole sanitaire. Toutes les actions qui sont mises en œuvre pour nettoyer, désinfecter, pour le port des masques, etc. Donc déjà rassurer. C'est très important de rassurer parce je pense qu'il y a une part aussi beaucoup de peur au niveau des utilisateurs. Après, il faut voir comment les services peuvent évoluer, sans doute. Mais bon, pour l'instant, Après, je pense que la question porte aussi sur certaines sociétés qui ont fait faillite suite à la crise, comme par exemple Île-de-France Mobilité. Alors, Île-de-France Mobilité a fait faillite? Je crois pas. Île-de-France Mobilité, c'est l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France. Bon, certes, je veux bien qu'ils soient dans une mauvaise passe, mais à mon avis, ils n'ont pas encore fait faillite. Je te pose la question telle qu'elle est posée. Oui. Non, alors, Île-de-France Mobilité et l'autorité organisatrice de transport en Île-de-France. Ce qui s'est passé, c'est que la présidence du Conseil d'Île-de-France Mobilité revient à la région Île-de-France, qui a dit si l'État ne donne pas des subventions pour la mobilité en Île-de-France, on arrête les subventions. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais voilà, je pense que c'est... D'accord. On va peut-être passer à la suite alors. Alors, une question assez amusante, parce que je crois que c'est la version politiquement correcte d'une question qui a été posée auparavant. Attends, comment prendre la main des automobilistes invétérés et les amener dans la transition sans risquer la fracture sociale? Je pense notamment aux gilets jaunes. Alors, quand on parle des automobilistes, on imagine un gros bloc fait de personnes pareilles. En fait, il n'en est rien. Hein. Point de vue sociologique, ça n'existe pas. Il y a plusieurs types de personnes qui ont des attitudes différentes vis-à-vis de leur mobilité. C'est-à-dire, il y a des gens qui utilisent la voiture parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais ils feraient volontiers autrement s'il y avait une offre, qui ont aussi des convictions, peut-être qu'ils souhaiteraient aussi être plus proches de leurs convictions écologiques.
Il y a des gens qui seraient prêts, qui ne sont pas très prêts à changer, mais donc il faut vraiment aller les accompagner, leur montrer que il y a que leur utilisation de la voiture est aussi coûteuse. Hein, c'est-à-dire que la plupart d'après en tout cas les enquêtes qui sont réalisées, le budget qui sont utilisés pour la voiture sont largement sous-estimés par les utilisateurs. Donc déjà la prise de conscience que c'est cher et donc que ça pourrait être remplacé par d'autres services qui sont moins chers, vélo assistance électrique, peut-être des services de transport, ça dépend dans quelle zone on est. Et puis, il y a ceux qui resteront automobilistes, quoi qu'il en soit. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Enfin, je veux dire, il y a encore toute une zone grise qu'on peut gagner quelque part. Il y a des gens qui sont à leur voiture parce qu'ils aiment leur voiture, même s'ils sont en zone urbaine et qu'il y a une super offre de transport en commun. Ok. Une question suivante. J'aimerais bien voir les gens qui me posent des questions, c'est possible parce que non, honnêtement, moi, alors les webinaires c'est bien parce que voilà, mais j'aime bien le contact avec les gens. J'étais beaucoup mieux dans les. Alors, ce que je vais te proposer, c'est que je vais je vais annoncer la question, toujours dans l'ordre dans lequel elles sont posées. Et la personne qui l'a posée aura le droit d'ouvrir son micro pour la poser directement. D'accord. Si alors, qui avait posé la question sur les. Sinon, ça devient assez impersonnel, les webinaires. Moi, je pense qu'on est suffisamment peu nombreux pour pouvoir se le permettre. Donc, on avait une question sur les grandes villes et le prix immobilier. Est-ce que la personne qui avait posé cette question peut se manifester? Oui, bonsoir. Oui, Lucas, bonjour. Je répète la question. Vous pouvez poser la question, oui. La question, c'est est-ce que le vrai problème, notamment dans les grandes… Pardon? Oui, par contre, là j'entends super bien. Oui. Pardon. Donc, dans les grandes villes, est-ce que ce qui déclenche l'augmentation des distances et donc l'utilisation de la voiture, ce n'est pas avant tout le prix de l'immobilier couplé au phénomène difficile dans la banlieue qui chasse les jeunes et les jeunes actifs ou les actifs fragiles vers l'espace périurbain et donc qui entraîne une augmentation au niveau de la voiture. Est-ce que ce ne serait pas avant tout sur ça qu'il faudrait agir? Alors, il faut agir sur tout, mais vous avez certainement raison que le prix du foncier est un élément très important. Mais c'est pour ça qu'il faut agir à la fois sur la mobilité et effectivement sur l'urbanisme, agir sur le prix du foncier, sur les taxes foncières aussi, hein, parce que la taxe foncière va dans le même sens que le prix du foncier, donc ça pousse encore plus les gens vers l'extérieur. Et il y a très certainement dans le parcours résidentiel des gens, ceux qui habitent même en zone dense, quand ils ont des enfants, ils vont habiter à l'extérieur. Et donc, ça, c'est un problème qui est identifié par les autorités organisatrices, mais faute d'une politique quelque part sur le prix du foncier, c'est comme ça, effectivement. Donc, il faudrait agir dessus, mais pas que là-dessus. Merci. Ensuite, on avait une question sur la voiture comme forme de sécurité par rapport à la marche. Est-ce que la personne peut se manifester? Oui, bonjour. Sur... Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jérôme. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'était vis-à-vis du point de vue des femmes, étant donné que la voiture est aussi une forme de protection j'entends parler nulle part sur ce point, sur le fait que c'est aussi pour ça que parfois les femmes prennent la voiture, surtout le soir, mais pas que. Ça peut être vrai, ouais, ça peut être vrai. Alors, il y a des questions de sécurité de toute façon hein, dans les zones de moyenne densité, c'est-à-dire que sur beaucoup de routes, c'est dangereux de se promener à pied, qu'on soit homme ou femme hein, d'ailleurs, parce que les vitesses sont élevées et qu'il n'y a pas de place
pour les piétons. Après, si c'est donc là, je dirais la solution, c'est de créer des places beaucoup plus généreuses pour les piétons, en sachant que c'est pas forcément des personnes seules, pas à mobilité réduite, etc. Donc vraiment créer plus de places. Si c'est la question spécifique des femmes, je ne suis pas une spécialiste. Mais je pense que tout ce qui est éclairage, tout ce qui est environnement urbain, qui peut être sécurisant, c'est certainement quelque chose qui peut bénéficier d'ailleurs à tout le monde. Hein. Donc il y a un gros progrès à faire, et tout particulièrement dans les zones de moyenne densité, sur ces questions-là. Alors la question suivante est assez redondante avec une autre qui était plutôt sur le statut de l'automobile et l'image qu'elle renvoie. Le statut celle-là, tu l'as déjà de la voiture. Alors ça, oui. Je pense que tu as déjà traité cette question. Ça répond tout à fait à une question précédente. Vous avez une question suivante sur les expérimentations et mesures de la motorisation des ménages. Est-ce que donc, la personne qui posait cette question peut se manifester et peut-être préciser sa question? Oui, bonjour, merci Laura pour la présentation. Oui, c'était une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de peut-être engendrer la démotorisation des ménages. Est-ce que certaines expérimentations l'ont observé et l'ont mesuré? Merci. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et c'est tout de même... ça fait tout de même réfléchir sur la question de l'évaluation. C'est-à-dire que souvent, on met en place, pour l'instant, honnêtement, dans les zones de moyenne densité, pour l'instant, l'autopartage est relativement anecdotique en termes d'utilisation. C'est-à-dire que vous allez avoir la voiture en autopartage en gare, peut-être à quelques endroits emblématiques, mais c'est pas sûr. Et globalement, il faut s'inscrire. Enfin, c'est relativement compliqué d'accès. Globalement, quand on a demandé des retours sur la fréquentation, l'utilisation, etc., ne parlons pas même pas de démotorisation. Hein. Déjà, l'utilisation, c'est assez anecdotique. C'est-à-dire, il y a plus de monde, ils sont plus connus, etc. Donc, je pense qu'il y aurait très certainement un effort à faire d'abord sur l'accessibilité des services d'autopartage pour les rendre plus accessibles et puis aussi sur l'évaluation de leur impact effectif sur la démotorisation. Okay. La question suivante porte sur une proposition de troc de poste entre employés. Le responsable de cette question peut se manifester. Oui, bonjour, c'est Ronan. Donc en Suisse, ils avaient eu un site web à une époque pour faciliter le troc de poste. D'employés qui vivent dans des villes différentes, on trouve un poste où on peut et qui se retrouvaient à faire des trajets travail-domicile assez conséquents et des astucieux qui ont compris qu'il y avait un troc à faire. Merci. Top. C'est top. J'en ai jamais entendu parler en France, mais je trouve l'idée super. Et ça marche? C'est-à-dire, ça se pratique? J'ai pas vérifié si ça existe encore, mais à chaque fois que j'en parle, les gens sont conquis. Oui, parce que ça paraît une bonne idée. Après, comme partout, la bonne idée, il faut qu'elle à l'épreuve des faits, que ça soit effectivement confirmé. Mais ça m'intéresserait si vous avez des retours là-dessus ou si vous savez dans quelle ville ça se pratique et tout ça, parce que effectivement, c'est une belle initiative. Ensuite, quelqu'un voulait parler des véhicules électriques. Est-ce que cette personne est toujours parmi nous? Alors, pensez à réactiver le micro si jamais c'est le problème. Écoute, Laura, je vais être obligé de la lire moi-même, cette question. Non, mais j'ai rien contre le fait que tu le Oui, dises.
Je m'en doute. Avant que tu emploies avec ma voix. En fait, cette personne se demande, se dit que l'une des raisons pour lesquelles la voiture électrique ne décolle pas, c'est pour le 1% de trajet dans l'année au-delà de l'autonomie de la batterie. Les adultes seuls au volant, c'est aussi pour aller chercher les enfants une fois par jour, les petits-enfants une fois par mois. Donc, comment faciliter la mobilité des familles? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Le véhicule, j'ai compris, le véhicule électrique ne décolle pas parce que… Alors, tel que moi je comprends la question, c'est quelqu'un qui se dit que une personne qui achète son véhicule et regarde quel est le trajet de l'année qui est le plus long et qu'il va faire, c'est-à-dire le départ en vacances. Et c'est peut-être un trajet qui va être fait 1 ou 2 fois dans l'année. Et c'est ce trajet-là qui, pour beaucoup, dimensionne en fait l'achat de la voiture. Il faut être capable de faire ce trajet. Et donc, ce qui empêche finalement d'acheter un véhicule électrique, parce que même si on sait que sur 363 jours dans l'année, on va pouvoir se déplacer sans problème, peut-être que ces 2 jours de trajet dans l'année, le véhicule électrique ne répond pas à ce besoin. Et donc, on reste sur un véhicule thermique. C'est basé sur quoi cette constatation? Je n'ai jamais entendu d'études qui font ce constat, en fait. Donc, je ne sais pas si ça correspond à une réalité ou pas. Ça aurait été intéressant de savoir. Mais, si la personne… N'hésitez pas, si d'autres personnes ont des informations dans le chat, à les envoyer. Eh bien, on peut passer à une question sur les VTC et les taxis. Est-ce que la personne qui a posé cette question est toujours parmi nous? Oui, bonjour. Merci. La question que je posais, c'est que globalement, quand on parle de forfait mobilité, on a tendance à donner l'impression qu'on veut mettre tout le monde à vélo, alors qu'il reste des moyens valorisants, partagés, qu'on pourrait utiliser. Est-ce que ça reste pertinent de chercher à préserver le statut des personnes que l'on veut conduire, qui abandonneront un gros SUV, une grosse berline, en leur proposant une mobilité toujours sans effort et haut de gamme en quelque sorte, et partagée, et payée par l'entreprise en lieu et place de cette voiture de fonction? Oui, ça va tout à fait dans le sens des propositions qu'on a fait, c'est-à-dire remplacer un système qui est incitatif à l'utilisation de voitures qui sont tout de même généralement lourdes et puissantes, des voitures de fonction. C'est souvent des symboles aussi de statut. Ça participe aussi à une imaginaire de voitures lourdes et puissantes comme étant un peu quelque chose de désirable. Et c'est vrai que même auprès des responsables de plan de mobilité avec qui on a parlé, l'idée par exemple, soit de donner effectivement, ouvrir la possibilité d'utiliser un budget mobilité qui serait utilisable sur d'autres modes de transport, ou le fait de permettre l'utilisation de vélos à assistance électrique, non pas seulement au cadre supérieur, mais à une partie plus large des employés, pourraient être aussi des bonnes pistes, en fait, et des choses qui, dans le cadre des négociations, des négociations, comment ça s'appelle, des négociations entre l'employeur et les représentants du personnel, des négociations annuelles obligatoires, serait certainement quelque chose qui pourrait trouver une réponse favorable. Maintenant, il faut faire attention parce que pour ce qui est de la voiture de fonction, elle fait partie du salaire de la personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui enlever sa voiture de fonction
sans qu'ils soient d'accord, parce que c'est une dégradation des conditions de travail, etc. Donc, il faut vraiment travailler un peu sur ces questions-là. Alors ça, y travailler pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais voilà, ceux qui l'ont déjà, c'est un peu plus difficile de revenir en arrière. C'est tout de même une niche fiscale incroyable, hein, parce que c'est exonéré de l'impôt sur les sociétés, etc. Enfin, c'est un élément de salaire, en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, qui avait posé une question sur le télétravail? C'est encore moi, excusez-moi, j'étais un peu oui, en fait, quand on se plonge dans l'étude du Forum Vimobile, on se rend compte que le télétravail pratiqué moins de 2 fois par semaine ou jusqu'à 2 fois par semaine ne réduisait pas les distances parcourues et ne réduisait pas le temps passé en déplacement. Parce que quand on télétravaille, on va accepter un travail plus loin ou alors un travail où on va accepter d'aller habiter plus loin de son lieu de travail. Donc, on va augmenter ses trajets domicile-travail et on va aussi, sur le temps libre, se déplacer pour d'autres raisons. Donc, au final, le télétravail qu'on vend un peu comme la panacée en ce moment a des effets pervers, des effets négatifs, etc., qui sont encore assez flous. Alors, indépendamment de l'étude du Forum Vimobile, qu'est-ce que vous pensez de cette problématique-là d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut lever d'autres lièvres et trouver d'autres tensions comme ça auxquelles il n'y aurait pas eu encore de réponse, d'effets pervers inattendus? Oui, moi je suis tout à fait d'accord, hein. Le télétravail, on s'était penché dessus parce qu'on pensait qu'il y aurait un gain important. Donc notamment, on a essayé de calculer quels seraient les gains dus au passage d'une partie plus importante de la population en télétravail. Et on a été, oui, parce qu'en France, enfin, avant la crise, en tout cas, la France, comme l'Italie, faisait partie des pays où le télétravail n'est pas très développé par rapport à d'autres pays où il est plus développé. Et en fait, à notre surprise, en fait, on s'est rendu compte que l'effet est relativement limité. Non seulement il y a toute cette question d'effet rebond qui risque de produire un effet inverse par rapport à celui qui est souhaité sur la décarbonation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la construction des tiers-lieux, hein, puisque tout le monde ne peut pas forcément travailler chez soi. Donc, il y a la construction des tiers-lieux qui est consommatrice d'énergie, le chauffage des tiers-lieux, etc. Il y a la surconsommation d'énergie chez soi. Il y a le fait que vous citiez et qui est amplement documenté par ailleurs par les études, qui est que le fait de télétravailler une partie du temps est un incitatif à s'établir plus loin de son lieu de travail. Donc, en fait, les jours où vous allez travailler, vous explosez le bilan carbone. J'y ajouterai aussi, il y a le cas des entreprises qui vont s'installer plus loin par l'effet qui était cité aussi par Lucas, il me semble, qui parlait des prix du foncier. Ça vaut pour les particuliers, mais ça vaut aussi pour les entreprises. Elles vont s'installer loin des zones denses et après, elles permettent de télétravailler. Oui, mais entre-temps, quel bilan carbone désastreux du coup de cette implantation. Donc, il ne faut pas... pour moi, la morale, c'est qu'il ne faut pas foncer dans le télétravail tête baissée comme ça en se disant il n'y a que du bon. Il faut vraiment étudier comment faire pour mettre en place des modes de télétravail qui puissent amener vers davantage de décarbonation. Merci. Et du coup, la deuxième partie de ma question, c'était est-ce que vous avez l'impression qu'on fonce vers d'autres choses contre-intuitives qui sembleraient être une solution et qui n'en sont pas? Est-ce que vous avez l'impression qu'on prend d'autres mauvais chemins sous couvert de décarbonation?
Ah, moi, je dirais, alors, c'est pas des mauvais chemins, hein. On n'est pas en train de dire que le télétravail est un mauvais chemin, mais c'est un bon chemin sous condition. Moi, je pense qu'il y a un point de vigilance à avoir sur la transition des véhicules. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'électrification des véhicules. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés sur l'électrification des véhicules. Ça n'est pas sans effet rebond non plus. C'est-à-dire qu'on peut être tenté aussi d'acheter des véhicules plus lourds et plus puissants puisqu'ils sont électriques, donc avec un bilan, une analyse de cycle de vie qui n'est pas forcément positif. Et on peut être tenté de laisser de côté d'autres actions qui portent, elles, plus sur la sobriété. Et en se disant, bon, on va électrifier. J'ai entendu ce discours, hein, on va tout électrifier, donc c'est pas la peine de faire du report modal ou de réduire les distances. En réalité, ça marche pas parce que on sera de toute façon pas sur la pente nécessaire pour arriver aux engagements de l'accord de Paris. Donc voilà, là aussi, c'est pas bien sûr que l'électrification est intéressante, mais il faut aussi avoir en tête ces points de vigilance. Pour moi, s'il y a peut-être ça comme sujet. Merci beaucoup. Je suis heureux de voir la question suivante, parce que je n'ai pas l'habitude d'arriver jusque-là. C'est moi qui ai posé celle-là en exemple, et je me la garde pour la fin. Et donc, la question suivante qui était posée porte sur la fiabilité des transports en commun. Si la personne ayant posé cette question peut aussi se manifester. Oui, bonjour, c'est Bertrand. Ça revient d'une expérience personnelle, en fait. Un de mes enfants doit prendre un train pour aller travailler. Elle est institutrice et suite au retard à répétition, voire annulation des trains au dernier moment, elle devait à chaque fois courir pour aller chercher ses voitures et essayer pour être à l'heure dans son école. Et ça l'a découragée. Aujourd'hui, elle ne prend plus jamais le train. Donc, la manque de fiabilité des transports en commun repousse les gens vers la voiture. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez mesuré l'impact et quelles sont les mesures qui pourraient être prises pour pallier à ce manque de fiabilité qui ne coûte pas forcément très cher en frais d'infrastructure, etc. Alors, c'est dans quel milieu urbain Donc, ma fille habite Lyon et travaillait à 30 ou 40 km de Lyon, à 30 km de Lyon, dans l'Ain. Et donc, elle prend le train, en fait. C'est ça? Tout à fait. Elle prend le train. Ah. Oui, il y a pas mal de retours. Alors, sur certains réseaux, hein, alors vous n'êtes pas en région PACA, mais aussi de certaines régions sur la fiabilité, la ponctualité des trains, le fait d'avoir des trains supprimés, etc. Alors, c'est sûr que si les transports en commun veulent aspirer à être une alternative à la voiture particulière, ben, c'est indispensable qu'il y ait une fiabilité, puisque de fait, il y a peu de sujets sur lesquels les transports en commun, le train peuvent être compétitifs. C'est sûr, ils sont dans la voiture, vous êtes tout seul, vous vous sentez plus en sécurité, vous partez quand vous voulez, vous vous garez à destination, c'est clair. Et il y a très certainement un effort à faire sur la fiabilité des transports en commun. Ça passe forcément par des investissements en infrastructure. C'est-à-dire que plus vous avez de trains, plus vous avez de fréquences. Je pense que le nœud ferroviaire de Lyon doit être tout de même un nœud ferroviaire qui est saturé, comme beaucoup de gares ferroviaires en France. Et ça passe forcément par des investissements dans les infrastructures pour résoudre les problèmes de nœuds ferroviaires. Parce que c'est ça surtout qui provoque les retards et les suppressions. Alors, quand vous avez des fréquences très élevées, bah, tout problème d'exploitation se répercute en fait aussi sur les trains suivants. Et je comprends bien que pour
pour les personnes qui vont travailler ou qui ont des horaires fixes qu'ils doivent respecter, ça n'est pas possible et que ça représente un facteur d'utilisation de la voiture particulière, c'est clair. Et du coup, il faut faire des investissements. Il n'y a que ça comme remède, en fait. Les investissements en infrastructure, en particulier infrastructure, voies, signalisation. Je reprends un autre exemple qui est la région Normandie, avec la ligne Paris-Le Havre, entre autres, où a été transférée à la région la maintenance des trains pour pallier à un retard récurrent des trains mis à disposition en gare Saint-Lazare. Et arriver à améliorer cette fiabilité des horaires, ce n'est pas forcément que des investissements. La maintenance, je n'ai pas compris. Ils ont qui a confié à la région Normandie la maintenance des trains Saint-Lazare et comment la maintenance des trains influe sur la fiabilité? À chaque fois, le train était mis à disposition par le service de maintenance de la région parisienne à Saint-Lazare en retard pour une mauvaise organisation du service, pas pour un problème d'infrastructure. Et la région a décidé de reprendre en main le service maintenance. Oui, donc vous dites que c'est aussi une question d'organisation des services. Oui, il y a des questions comme ça aussi. Les trains en PACA, il y en a qui doivent aller jusqu'au dépôt à Marseille, un haut-le-pied. Oui, effectivement, c'est aussi une question d'organisation. Après, voilà, aller rentrer dans l'organisation de la SNCF pour la maintenance des trains, ça c'est plus complexe. Ça peut se faire. Là, je parle des marges de manœuvre de l'État. Hein. Enfin, après, les opérateurs sont censés s'organiser. Je pense qu'on a le temps de prendre une toute dernière question, si ça te convient. Alors, une question assez drôle, je trouve, sur les efforts physiques à faire pour passer la marche au vélo. Est-ce que vous pouvez vous manifester? D'accord. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Oui, du coup, c'est moi qui ai posé la question. Du coup, je suis étudiant et du coup, je fais du vélo taf tous les jours entre 15 et 25 bornes. Donc, c'est beaucoup. J'habite dans le sud de la France et c'est pas du tout desservi. Enfin, c'est mal desservi et c'est dangereux. Et du coup, je suis assez sportif de nature, très sportif. Mais par contre, je vois mal d'autres personnes faire l'effort que je fais pour aller de A à B, quoi. Notamment quand déjà il faut faire un effort fou et en plus finalement ça revient aussi cher, voire des fois même plus cher si on prend le train, plus le bateau-bus, plus j'habite au bord de la mer, plus le bateau-bus, plus le bus, plus le machin, plus le supplément vélo à l'intérieur du bateau-bus qui coûte machin. Donc voilà, c'est vraiment la question. Il faudra faire quelque chose, je pense. Vous avez dit, je ne sais plus combien de kilomètres vous avez dit, mais vous êtes peut-être dans le domaine de pertinence soit du covoiturage, soit du vélo assistance électrique. Après, oui, voilà, c'est ça. Il faut, ouais. Je pense que le vélo électrique, c'est une bonne solution. Ouais, alors je fais pas de conseils personnalisés comme ça en ligne, mais oui, on dirait plutôt qu'effectivement le vélo assistance électrique, ça peut être une solution, ouais. En tout cas, si c'est vraiment pertinent aussi pour des trajets qui sont trop longs un vélo ou trop pentus, il y a peut-être un service de location là où vous habitez ou... Oui, mais il doit y avoir. Mais après, c'est les coûts que ça engendre. C'est-à-dire je pense que... Pardon, allez-y. Alors, les services de location, je ne sais pas où vous habitez, mais les services de location qu'on a pu voir, les vélos sont loués au même prix que les abonnements de transport public. Et vous avez aussi la maintenance comprise et aussi, je crois, un stationnement en gare, si je me rappelle bien. D'accord, c'est vrai que moi, je n'ai pas regardé parce que ça me dérange pas de faire ces kilomètres, ça ne me dérange pas.
Mais c'est vrai que encore je suis jeune, etc. Donc, mais c'est vrai qu'est-ce que d'autres personnes pourraient le faire? Mais je sous-estime personne, pas du tout. Même je sous-estime pas du tout les gens. C'est juste que voilà quoi, c'est pas, c'est une contrainte. Voilà, c'est vraiment une contrainte quoi. Donc, Ouais, bien sûr. est-ce que derrière il faudra que ce soit économiquement justifiable? Donc, je sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez pris en compte ce biais-là, effort physique, dans vos calculs, voilà, dans vos calculs. Oui, ben c'est pour ça que les différents modes de transport ont des domaines de pertinence assez différents. Je pense que là, vous êtes vraiment à la limite du domaine de pertinence du vélo. Je pense que la plupart des gens qui veulent utiliser un mode alternatif auraient utilisé soit le covoiturage, soit le vélo assistance électrique, hein. Effectivement. Oui, bien sûr. Bon, après, enfin, covoiturage, c'est dur parce que justement, les trajets qu'on fait en covoiturage, c'est vachement. Il faut que ce soit comme un bus, c'est-à-dire que c'est le matin à 1 heure, l'après-midi enfin, le soir à une telle heure. Le problème, c'est que maintenant, les gens n'aiment pas la contrainte, donc s'ils doivent partir à 8h15 au lieu de 8h05, ben, ils ne prennent pas le covoiturage. Et ça se reflète partout. Moi, j'ai fait du covoiturage toute l'année, donc je sais de quoi je parle. Les gens, en général, ils veulent partir à 8h07, alors ils partent à 8h07. Mais bon, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste au contraire, mais bon. D'accord. C'est à voir. Merci. Okay. En tout cas. Merci. Bon, Laura, on peut te remercier pour cette présentation. On va pouvoir passer à la question qui, à mon grand désespoir, ne finit jamais dans le top 5 des questions à poser, à savoir quelle est la prochaine conférence Centrale Énergie. Alors, on a fini notre saison. On va rentrer maintenant dans une pause estivale. Alors, Guy, je vais t'appeler à l'aide. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la première conférence que l'on va avoir à la rentrée? La prochaine conférence, c'est le 9 septembre et ça va être un webinaire à nouveau sur le biogaz et les biocarburants. Le 9 septembre, et donc sur tout ce qui est biogaz, biocarburant et tout ce que tourne après. Et ensuite, on a une autre prévue le 23 septembre qui est sur les énergies marines renouvelables. Et ça répond peut-être d'ailleurs à une des questions que j'ai vu que quelqu'un avait posées à propos de l'éolien en mer. Donc voilà, donc c'est ce qui est prévu. 9 septembre, biogaz et biocarburants. Et 23 septembre, les énergies marines renouvelables. Merci. Je vous ai rajouté dans la conversation le lien vers notre site internet. Je vous encourage à vous y inscrire pour recevoir la newsletter et être sûr de recevoir les invitations pour ces webinaires. Donc, Laura, moi je te remercie encore une fois pour cette présentation. Merci à toi. Elle sera en ligne sur YouTube d'ici quelques jours avec la présentation sur notre site internet. Et à tout le monde, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Bonnes vacances. Bonnes vacances aussi à tous.